Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Laurence Baranski qui a publié un livre, le Coming Out spirituel. C'est dans quelques instants, c'est la clé du mystère. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Laurence Baranski, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous de votre invitation. Avec plaisir. Alors vous avez publié le Coming Out spirituel, c'est votre second ouvrage, hein? C'est mon second ouvrage sur le thème de la spiritualité. J'en avais publié précédemment sur des thèmes qui étaient différents, mais qui pour moi se rejoignent. Sont sur le thème du changement et de la transformation malgré tout. D'accord. Mais effectivement, le deuxième sur le thème de la spiritualité. Alors c'est aux éditions Exergue. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à écrire ce livre, le Coming Out spirituel ? Mon intention, je crois, est dans le titre. Coming Out signifie dévoilement. Et je pense qu'il est l'heure de dévoiler et de dire en toute simplicité ce que nous ressentons, ce que nous vivons, ce que nous expérimentons, les uns et les autres, qui relèvent du sensible, du spirituel. Alors quels sont les principaux sujets finalement qui vous ont captivé à travers vos recherches? Je suppose que vous avez fait des recherches assez pointues justement pour écrire ce livre. Quels sont les principaux sujets qui vous ont interpellé? Oui, alors les principaux sujets, je les développe plus longuement dans le précédent livre qui lui fait 700 pages. Donc effectivement, là on a un condensé, une synthèse des sujets qui m'ont intéressé. Ce qui m'intéresse en règle générale dans la vie, à la fois dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle intellectuelle, est de comprendre le monde, à la fois le monde qui vit en moi, mon monde, moi, qui suis-je, et le monde qui nous entoure, le monde qui m'entoure. Donc quel est ce monde qui m'entoure et qui suis-je? Et en se posant ces deux questions, on se situe à la frontière de la connaissance, à la frontière des connaissances. Et du coup, les sujets qui m'intéressent et qui nous questionnent sont larges, ils s'étendent un peu à 360 degrés. On peut réinterroger l'histoire, notre histoire, l'histoire de l'humanité. On peut réinterroger nos connaissances scientifiques et la connaissance de l'univers et du vivant dans l'univers. On peut, et là, vous voyez, il y a une passerelle assez directe avec tout ce qui est ovni et extraterrestre. On peut réinterroger les mythes et de poser la question, mais est-ce que les mythes sont juste des histoires et des contes pour enfants ou pour grands, ou est-ce qu'ils ont une vérité beaucoup plus profonde et réelle? Et on peut réinterroger à travers sa propre expérience et sa quête spirituelle tous nos mondes intérieurs et la question, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que l'esprit? Qui sommes-nous? Et ce sont ces questions que nos sociétés occidentales matérialistes, ces dernières décennies, ces derniers siècles, voire ces derniers millénaires, ont occultées en nous disant « mais ne cherchez pas de ce côté-là, il n'y a pas de questions et donc pas de réponse ». En réalité, si, il y a des questions, nous nous les posons et il y a des réponses. Bien sûr. Alors, le monde extraterrestre vous a interpellé, je suppose. Vous avez fait aussi des recherches dans ce domaine. Comment abordez-vous les extraterrestres ? Alors je souris d'abord quand on dit le mot extraterrestre parce que je me sens, ce que je vais dire relève de ma vision et de mes perceptions personnelles, mais je me sens en affinité avec les extraterrestres. Les extraterrestres auxquels je pense spontanément sont des extraterrestres gentils. Quand là je dis extraterrestre et que je souris, je pense à des extraterrestres qui sont capables de se déplacer en soucoupe volante et qui sont capables de se téléporter. Voilà, moi j'ai des relations personnelles, enfin ils font partie de mes mondes, ils sont gentils. Ensuite, il y a différents types d'extraterrestres. Extraterrestres, par définition, c'est ce qui est extra de la Terre. Qui vient de l'extérieur. Voilà, extra au-delà. Il va y avoir en fait différentes densités et différents types d'extraterrestres. Les extraterrestres
incarnés, qui sont capables de se manifester, et les extraterrestres qui sont sur d'autres plans de réalité. En fait, ça va... Là, on a l'habitude de les appeler les petits gris, les extraterrestres, oui. Enfin, c'est une des catégories, jusqu'aux anges et aux archanges, puisque les anges et les archanges, les consciences qui évoluent dans les autres plans de réalité, vibratoirement plus élevés que notre plan de réalité, sont aussi par définition des extraterrestres, puisqu'ils ils évoluent au-delà du plan terrestre. Donc le spectre, en fait, des extraterrestres, quand on dit extraterrestres, on pense généralement à la science-fiction ou au champ d'études des ufologues, de ceux qui étudient les ovnis et les extraterrestres, des phénomènes non expliqués, mais ces phénomènes-là, mais en réalité, la notion d'extraterrestre est beaucoup plus large. Oui. Est-ce que vous êtes en accord avec Anne Givaudan, que nous avons reçue ici, je suppose que vous la connaissez? Oui. Est-ce que vous êtes en accord justement avec sa vision des extraterrestres et surtout ses expérimentations? Alors l'idée d'expérimentation, alors si je devais vous faire une réponse courte, c'est oui. Il y a le phénomène des personnes enlevées ou des personnes contactées était marginal. Enfin, on en parlait peu. On en parle de plus en plus. Je trouve qu'on en parle de plus en plus. Des psychologues étudient sérieusement ces phénomènes-là en termes de, ils les étudient au titre d'expérience humaine, donc ils les étudient sur un plan psychologique. Oui, je trouve que ce sujet-là est de plus en plus évoqué, de plus en plus abordé. Et à votre question, Alain, je réponds oui. Alors, ça paraît, là on va dire, on aborde quelque chose qui est pour moi dans le coming out spirituel que je classe dans le domaine des tabous. Aujourd'hui, notre société culturellement nous a dit, nous sommes les seuls dans l'univers et il n'y a pas d'extraterrestres. Ouais. Et c'est la pensée dominante. Alors, si tout d'un coup on passe de cette pensée dominante à nous sommes les seuls dans l'univers, à l'idée des extraterrestres peuvent nous enlever, peuvent réaliser des expériences sur nous, le gap est énorme. Et on peut dire mais n'importe quoi, ça va pas. Il y a tout un cheminement et tout un travail de recherche qui conduit à dire oui, c'est tout à fait possible et oui, cela se produit. Parce que sinon on peut passer rapidement pour quelqu'un de dérangé. C'est comme ça du coq à l'âne. Finalement, ça paraît évident. Quand on recherche et quand on étudie sérieusement, très sérieusement, moi je suis frappée par le nombre de personnes qui font des recherches très très sérieuses et qui sont très vigilantes à la qualité de leurs recherches et qui avancent pas à pas et qui font un travail de journaliste d'investigation, un travail de scientifique, un travail très rigoureux. Oui, de plus en plus de personnes ont ce travail-là de qualité et quand on les lit, quand on les écoute en conférence où l'information est disponible partout maintenant dans des colloques ou sur le web, on se dit que oui, bien sûr, il y a des échanges entre l'espèce terrienne et d'autres espèces. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu ridicule de penser que nous sommes les seuls dans l'univers alors que nous ne sommes rien du tout? Ce qui est étonnant, c'est que nous l'ayons cru aussi longtemps et qu'un nombre aussi important d'humains le pense encore. Comme quoi, collectivement, on pense ce que la pensée dominante, ce que les tendances dominantes nous disent de penser. Mais l'univers compte, alors on ne sait pas bien, mais on dit généralement 1000 milliards de galaxies, mais des milliards de planètes, ce serait bien étonnant. Enfin, il serait beaucoup plus étonnant qu'on soit seul plutôt que le contraire. Ce qui est plus probable, c'est qu'il y ait effectivement d'autres espèces incarnées dans l'univers. Là, quand nous parlons, Alain, des extraterrestres, on est d'accord, on parle bien des extraterrestres incarnés qui sont en mesure de s'incarner. Bien entendu. Et c'est franchement ridicule. Moi, je sais pas, j'avais 6 ans, j'avais compris que finalement l'univers... Que vous n'étiez pas seul dans l'univers. Bah oui, quand même. Enfin bon. Oui, et moi aussi petite, je me sentais en lien avec les extraterrestres et j'avais l'impression qu'ils étaient proches. Je ne les voyais pas et pourtant ils faisaient partie de mon univers. Petite, les extraterrestres faisaient partie de mon univers, oui. Alors, à la page 60, j'ai bien aimé le concept de conscience non localisée. On en a parlé ici à plusieurs reprises. Avec Mario Beauregard, avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Mario Beauregard qui est absolument formidable et qui fait un travail qui fait partie des pionniers de la science qui font avancer nos paradigmes et nos visions scientifiques, oui. Alors comment vous l'abordez, cette conscience non localisée?
Alors, il y a deux choses. Il y a le point de vue scientifique et le point de vue de l'expérience humaine qu'on va appeler l'expérience spirituelle. Du point de vue de l'expérience scientifique, grâce à des personnes comme Mario Beauregard, il y a une vraie évolution et les scientifiques aujourd'hui osent de plus en plus s'exprimer et osent de plus en plus étudier cette idée que l'esprit est indépendant du corps. Longtemps, ça fait partie là encore des tabous que j'évoque dans le coming out spirituel et des tabous à lever. La pensée dominante nous a formatés pour penser que la conscience, l'esprit, cette partie invisible de nous-mêmes est directement liée au cerveau et donc au corps, et lorsque nous mourrons, tout disparaît. Alors certes, les religions nous disent non, mais si on n'est pas religieux, on n'a pas trop le choix, quoi. On fait quoi, on croit quoi. Donc on devient athée, et voilà, la vie est terrestre, et puis après, il n'y a plus rien. Alors surtout de la manière dont on nous explique les religions. Hein, donc, oui, alors il ne faut pas confondre, hein, la spiritualité, c'est pas les religions. Alors voilà. Donc la science, en tout cas, majoritairement, enfin dans sa tonalité dominante, nous dit voilà, la vie n'est que physique, elle n'est que reliée au physique, vision rationnelle et matérialiste de ce qu'est la vie. Quand vous parliez de Mario Beauregard, un certain nombre de scientifiques aujourd'hui disent non, il y a trop de témoignages et trop d'expériences de médecins eux-mêmes qui montrent que quelque chose continue. Une forme de vie continue après la mort. En France, on peut citer Jean-Jacques Charbonnier qui est courageux et qui fait avancer les sujets dans ce domaine-là, puisque Jean-Jacques Charbonnier est médecin anesthésiste et il s'est passionné pour ce qui se passe au moment de la mort et pour la survivance après la mort du corps physique. Et je l'écoutais, j'étais à un colloque auquel il participait récemment et je l'ai trouvé beaucoup plus affirmé dans son propos, dans l'idée de dire, pour reprendre l'expression que vous avez évoquée tout à l'heure, que la conscience n'est pas locale. Ça veut dire que la conscience n'est pas rattachée au cerveau. La conscience n'est pas dans le cerveau, la conscience est à côté, ailleurs du cerveau. Le cerveau et le corps disparaissent, la conscience perdure. Et Jean-Jacques Charbonnier étudie, se situe à cette frontière-là, et il en fait un objet d'étude scientifique. Alors c'est un scientifique, et ses protocoles d'études respectent un certain nombre de normes et de démarches scientifiques. Mais voilà, c'est courageux, hein, il fait énormément avancer les choses. Donc, tout comme nous disions, en fait, ce qui est aberrant, c'est de penser qu'on est seul dans l'univers avec 1000 milliards de galaxies. Forcément, la vie, la conscience et l'intelligence ont pu se développer ailleurs. Et peuvent être même ailleurs beaucoup plus grandes que notre conscience et notre intelligence. Ben, c'est pareil, là, on nous a dit, la conscience est dans le cerveau, point. Ben non, des scientifiques nous disent non, il y a un autre espace qui est l'espace de la conscience. Et là, on entre dans un autre espace extraterrestre. Parce que imaginons effectivement que ce soit vrai, et que les scientifiques aient raison. Une fois qu'ils vont admettre que la conscience n'est pas locale et qu'elle n'est pas liée au cerveau, mais qu'elle existe indépendamment du cerveau, quel est cet espace de conscience? De quoi est-il fait? Où va la conscience? Que devient la conscience? Et là, on rentre dans un champ merveilleux d'études. En fait, les nouveaux espaces de la connaissance que l'humanité a d'elle-même sont là, dans la découverte de ces espaces-là. La science est en train de faire ses premiers pas dans ces domaines-là et cela me réjouit. On a encore des tabous à dépasser il y a quelques pionniers. Alors ça, c'est conscience locale, conscience non locale d'un point de vue scientifique. Après, il y a bien sûr la conscience, l'idée et l'expérience de la conscience non locale à travers toutes nos expériences que je trouve, là encore, nous sommes de plus en plus nombreux à faire, expériences sensibles, expériences que j'appelle dans le coming out spirituel extraordinaires. Par extraordinaire, j'entends les sorties hors du corps. Nicolas Fraisse a édité un livre il n'y a pas très longtemps. Nicolas Fraisse a la particularité, depuis qu'il est tout petit, de sortir de son corps. Il pensait que tout le monde le faisait. Et puis un jour, il s'est aperçu que non et qu'il valait mieux pas en parler, mais il a continué parce que ça lui était naturel comme de respirer à sortir de son corps. Donc les sorties hors du corps, les NDE, bien sûr, la médiumnité, la télépathie, toutes ces expériences. Pourquoi est-ce que tout ça nous paraît extraordinaire? Parce qu'on s'est enfermé dans un monde de matérialité. Bien sûr. C'est uniquement pour ça, et on s'est conditionné pour penser que c'était extraordinaire. On nous a formatés. On nous a formatés, je pense que nous nous sommes aussi laissés formater. Et
Et du coup, on a réduit notre espace à un espace-temps matériel. Or, ce que nous sommes en train de redécouvrir, et c'est là qu'on peut parler de coming out au sens de dévoilement, ce que nous sommes en train de découvrir, c'est que nous sommes bien plus que notre seul corps physique, et notre mental et nos seules émotions. Vous l'avez rencontré, Nicolas Fraisse ? Non, je ne l'ai pas rencontré directement. Non, je l'ai écouté en conférence, à un colloque à la Mutualité en février de l'an dernier. Il était invité pour parler. C'était une journée organisée sur la conscience et je l'ai trouvé absolument super parce qu'il parle de tous ces sujets avec beaucoup de simplicité et sans aucune arrière-pensée scientifique, religieuse ou même spirituelle. Oui. Lui, il dit, ben non, il nous raconte comment il respire à sa manière, quoi, aussi simplement que ça. Il n'en déduit rien, il dit voilà, moi je témoigne, voilà ce que je vis. Et il racontait notamment, alors le journaliste lui demande, je crois que c'était Patrice Van Hersel qui l'interrogeait à ce moment-là, je crois, donc le journaliste lui dit mais est-ce que vous avez eu des peurs, quelles sont vos plus grandes peurs? Il en a cité deux. À un moment donné, il s'est retrouvé dans le noir et là, il n'a pas su faire. Il était un peu. Alors, il s'en est sorti du noir, mais c'est vrai que quand la conscience passe dans ces espaces-là, dans les espaces vibratoirement plus élevés, décorporés, généralement, les espaces sont lumineux, habités, on est guidé. Enfin, il y a tout. Mais il arrive qu'on se sente seul, perdu dans le noir. En tout cas, il avait vécu cette expérience-là. Il a dit là, j'étais pas très à l'aise. Et une autre expérience, quand il s'est retrouvé dans un corps, il s'est aperçu que c'était pas le sien. Voilà. Alors, on trouve ça extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on trouve ça extraordinaire? Parce que nous nous sommes fermés à ce potentiel de nous-mêmes. Parce que nous sommes interdits, on a 5 sens et on a complètement refermé, anesthésié notre 6e sens, le sens qui nous ouvre sur les espaces de l'éther. Laurence Baranski, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour, toujours en compagnie de Laurence Baranski, pour la publication de son livre, de son ouvrage Le Coming Out spirituel. Nous en parlons ensemble. La société, les gouvernements, les religions nous ont complètement bloqués, quoi. Ils nous ont lobotomisés, quoi. En fait. Il y a de ça. Ils nous ont coupé de cette part sensible et expérientielle de nous-mêmes. Et en nous coupant de cette part sensible et expérientielle de nous-mêmes, ils nous ont coupé du sens de la vie. Puisque, quel est le sens? Le sens, c'est de se sentir... Qu'est-ce qui donne du sens? Ce qui donne du sens, c'est de cheminer vers soi-même, de se sentir grandir et d'avoir plaisir à se sentir grandir avec un sentiment de bien-être, de compassion et de sérénité. C'est ce qui nourrit l'être humain et ce qui nous nourrit. Mais nous fermant cette dimension, du coup, ça a fermé le sens. Alors le sens, ces dernières décennies, on a dit, mais si vous allez l'avoir dans l'argent et le pouvoir et les biens matériels. Et on a assisté à ce développement planétaire de la société consumériste dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et il me semble que nous arrivons là au terme, au bout, on est de plus en plus nombreux à l'écrire, à le dire, à le ressentir, au bout d'un système, parce qu'on est de plus en plus nombreux à bien s'apercevoir que non, l'argent, l'avoir et les biens de consommation n'apportent pas le bonheur. C'est pas ça qui nourrit une vie et qui nous nourrit. Donc je trouve qu'on est à ce moment-là de bascule, de transformation, je parle de métamorphose. Alors vous parlez également des scientifiques de nouvelle génération. Alors on parlait du docteur Jean-Jacques Charbonnier, Olivier Chambon, Jacqueline Bousquet que je cite souvent dans les émissions dont personne ne se préoccupe, mais enfin bon... Elle était très très bien, elle était passionnée, elle était vivante et elle a été une formidable passeuse sur ces sujets-là. On trouve des vidéos d'elle, enfin je crois qu'il y a des livres, mais on trouve aussi des vidéos sur YouTube qui sont vraiment superbes et nourrissantes. On en a en lien sur le site de la radio, à la rubrique liens et vidéos. Voilà, il faut absolument aller les regarder parce qu'elle était vibrante. Oui, tout à fait. Sa manière de faire passer l'information, elle vibrait. Oui, en plus... elle a repris les recherches d'Émile Pinel qui a prouvé mathématiquement que l'après-vie existait. Oui.
Alors il y a Eben Alexander aussi qui a porté... Eben Alexander, oui, qui était médecin, alors je crois qu'il était chirurgien Eben Alexander. À la suite d'une maladie, il a lui-même été dans le coma et vécu une sortie hors du corps assez longue qu'il a totalement transformé, et alors qu'il était matérialiste et qu'il ne croyait pas à la possibilité d'une vie après la mort, a vécu une conversion totale, et il fait partie aujourd'hui des chefs de file des médecins, des scientifiques qui communiquent sur l'existence d'une vie après la mort. Oui, Ben Alexander fait partie aujourd'hui, il prend le relais, où il s'inscrit dans la filiation de Raymond Moody. Oui, tout à fait. Et vous parlez aussi de la vie quantique dans votre livre. Je parle de la conscience quantique en citant les travaux d'Emmanuel Ransford, qui s'intéresse à la dimension quantique de la conscience. C'est ça. Ah, c'est ça, voilà. Et là encore, Emmanuel Ransford fait partie de ces pionniers qui font avancer. Ils étaient très iconoclastes, ils le sont toujours, mais il y a tellement maintenant d'iconoclastes que ça va devenir un courant dominant. Puis c'est le courant qui nous ouvre véritablement à nous-mêmes et à notre devenir. Je citais tout à l'heure Jean-Jacques Charbonnier, à ce colloque auquel je faisais référence. Jean-Jacques Charbonnier donc parlait avec beaucoup plus, il a toujours eu de l'assurance, mais j'ai trouvé peut-être un peu plus d'assurance qu'avant, et il a dit maintenant, de toute façon, on ne peut pas nous traiter de charlatans, de personnes dérangées. Nous observons, il y a trop de faits et trop de signes qui montrent qu'effectivement il se passe quelque chose au moment de la mort et que quelque chose survit. Donc en faisant le travail de recherche que nous faisons, nous faisons un travail véritablement scientifique, et nous sommes en quête et nous cherchons, et le but de la science, c'est d'être en chemin, c'est de chercher, c'est de comprendre qui nous sommes. C'est la science matérialiste, la science qui ne veut pas faire évoluer ces paradigmes, qui devient sectaire et qui nous enferme. Et il l'a dit avec beaucoup de force, et on sentait, en tout cas moi j'ai perçu, je l'ai entendu comme ça, une libération, et un affranchissement. Allez, c'est bon, maintenant on y va, et on n'a pas à être jugé, on fait acte de science. C'est Eben Alexander qui disait que les scientifiques matérialistes étaient morts, c'était fini, mais ils ne le savent pas encore. Oui. Oui. Alors, là, après, on peut du coup aborder un des thèmes que j'aborde, qu'on a un peu évoqué, c'est cette bascule, cette métamorphose. On sent très bien, nous sentons tous très bien, les uns et les autres, qu'un ancien monde est en train de mourir et qu'un nouveau monde est en train d'apparaître. Et on est vraiment là, les deux sont en superposition, sont imbriqués les uns dans les autres. Alors, on voit des pans, les institutions, les valeurs, les idées politiques qui s'effondrent de l'ancien monde. En même temps, on essaie de préserver à tout prix, à tout craint ce monde-là, et on voit émerger le nouveau monde. Il a du mal à émerger, le nouveau monde. La pensée dominante est bien présente encore. Je milite beaucoup, je m'implique dans tout ce qui est mouvement citoyen, mouvement alternatif, là où se pensent les nouvelles manières de faire société ensemble demain, au niveau de l'éducation, au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé. Donc j'ai beaucoup de plaisir, et on s'aperçoit que les citoyens ont des idées, font des expérimentations, développent des approches différentes, nouvelles, et en fait les graines du renouveau sont semées un peu partout, tout autour de la planète. Donc le renouveau est déjà là. Mais la pensée dominante a du mal, n'ouvre pas les portes et les fenêtres. Oui. Elle n'a pas du tout envie d'être remplacée. Oui, tout à fait. La bête intellectuelle que nous avons nourrie nous-mêmes, parce que c'est nous qui lui avons donné naissance. Donc cette bête-là intellectuelle et culturelle n'a pas du tout envie de disparaître. Donc on est entre deux. Donc oui, le matérialisme est mort, et en même temps il est encore bien tenace. Tout à fait. Alors vous parlez également de la réincarnation. Oui, la réincarnation fait partie en Occident, en France, fait partie, là c'est dans le deuxième chapitre sur les tabous, fait partie des grands tabous à lever. Quand on parle de réincarnation, alors quand nous nous trouvons, Alain, avec des personnes qui sont habituées à tous les sujets que vous abordez sur la radio, parler des sujets que nous évoquons là, oui, c'est évident, il y a une évidence, et on peut penser qu'on est très très nombreux. Effectivement, on est très nombreux. Mais beaucoup de personnes ne se sont pas encore intéressées à ces sujets, et restent dans des paradigmes plus classiques, des logiques d'ascension sociale, de matérialité et de matérialisme.
Et donc, quand on parlait ouvertement de réincarnation il y a quelques années, vraiment on passait pour un pas bien, quoi. Enfin, fallait se méfier, quelqu'un de dangereux, quelqu'un de pas très clair au niveau des idées. C'est toujours le cas dans les milieux matérialistes, mais malgré tout, on en parle de plus en plus. C'est lié à cette idée que, effectivement, la conscience pourrait être non locale, indépendante du cerveau, avec l'idée de la réincarnation. Et alors, je l'ai pas écrit comme ça dans le livre, enfin, j'ai pas cité la date, mais c'est en 550 de notre ère, en 553 plus exactement, qu'un pape et un empereur en Occident ont décidé, pour des raisons de stabilité politique, de supprimer la notion de réincarnation des dogmes de l'Église catholique. Vous parlez du traité de Constantinople ? Oui, alors de mémoire, oui. Et du jour au lendemain, la notion de réincarnation qui faisait partie, qui était dans les sciences chrétiennes, dans les textes chrétiens, a disparu. Quelques hauts gradés de l'Église, quelques évêques, archevêques ont essayé de s'opposer à cette décision en disant, on trouve des textes très intéressants sur ce sujet, en disant, mais si on enlève la notion de réincarnation, l'enseignement spirituel n'aura plus aucun sens, puisqu'on enlève complètement la notion d'esprit et d'âme et de chemin de l'âme. Donc c'est plus la peine d'enseigner la spiritualité. Ils n'ont pas eu gain de cause. Et l'Église a supprimé la notion de réincarnation, la remplaçant par les notions de purgatoire, de paradis et d'enfer, quelque chose de très simple, en disant voilà, point, c'est ça, et en renforçant la dualité, parce que soit on est bon, soit on est méchant, soit on va en enfer, soit on va au paradis. Si on hésite entre les deux, on va au purgatoire. Donc il y a une réduction du modèle spirituel incroyable à partir de 500 après Jésus-Christ. Et voilà, et c'est ce modèle-là dans lequel nous allons nous enfermer. Mais en réalité, le christianisme a porté la notion de réincarnation, comme l'hindouisme, comme le bouddhisme, comme les traditions de sagesse et comme toutes les traditions spirituelles, et comme l'enseignaient les philosophes autrefois. Alors Pascal Lafargue fait un travail extraordinaire en France depuis de nombreuses années, voire décennies, sur la réincarnation justement, et elle s'étonne elle-même des résultats qu'elle a à l'enquête. Et franchement, il faut s'y pencher aussi. Par contre, aussi les recherches très connues du professeur Ian Stevenson, qui a fait de nombreuses recherches, notamment en Europe, mais aux Indes, sur des milliers de cas. Il en a retenu 30, et puis il est encore plus sélectif, 10 qui ne pouvaient pas être expliqués autrement que par la réincarnation. Oui, en fait, je crois qu'il faut véritablement, pour comprendre le monde dans lequel nous allons entrer culturellement, parce que tout ce que nous disons, pour moi, ce sont les nouveaux ingrédients de la connaissance humaine, de la métamorphose humaine. Et aujourd'hui, ça peut paraître un peu bizarre, où il faut se battre pour faire admettre ces idées, il faut beaucoup argumenter pour dire, mais si, c'est sérieux, on fait des études, et voilà. Donc, ce sont les nouveaux ingrédients de la métamorphose humaine. Je pense que pour bien les intégrer, on va devoir demain changer de paradigme. Si on dit, ok, nous sommes des êtres de conscience et nous avons un esprit, nous sommes d'abord une conscience et d'abord un esprit. Et nous évoluons d'abord dans des plans non matériels, non incarnés, non manifestés. Et c'est depuis ces plans-là que nous créons le réel dans lequel nous vivons. Là, on est pris un peu dans un piège parce qu'on est dans notre réel matériel et on essaie de prouver que l'au-delà, entre guillemets, je dis l'au-delà parce que c'est plus simple, l'au-delà existe. Mais si on bascule, on dit non, je suis d'abord et j'existe d'abord dans l'au-delà. À ce moment-là, notre manière d'aborder le sujet, la compréhension et la notion même de preuve est complètement différente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'il va falloir qu'on bascule. Parce que si on essaie de prouver, il faut faire, et merci à tous les chercheurs de lumière et tous les scientifiques qui le font. Mais à un moment donné, nous allons devoir basculer et conscientiser que nous sommes d'abord une conscience. Et c'est pas parce qu'on aura dit qu'on est d'abord une conscience qu'on aura trouvé... qu'on a droit à trouver le Graal. Le travail à faire est immense pour avoir... Le chemin de la connaissance est infini. Oui, mais enfin, visiblement, il y a des personnes comme Émile Pinel qui l'ont prouvé. Et il y en a d'autres aussi. Il y avait des Anglais, je me souviens plus de leur nom. Enfin, il y a d'autres personnes qui ont prouvé que mathématiquement, la conscience vivait, quoi. Oui, j'ai vu des articles.
Alors, après, il y a là ce que nous sommes en train de dire, Alain, si vous en êtes d'accord, on est en train d'aborder ces sujets sous l'angle du mental, de la raison, de la preuve et de la science. Pour moi, c'est fondamental parce que nous avons besoin de références communes et la science nous donne des références communes et des repères communs. Après, il y a une autre manière d'entrer dans tous ces sujets et de se convaincre. C'est son intime conviction personnelle née de son expérience personnelle. Ouais. Quand je fais une sortie hors du corps, quand nous faisons un voyage astral, quand nous avons le sentiment de communiquer avec des êtres de lumière ou de communiquer avec des défunts, c'est l'expérience que nous vivons semble tellement vraie, est tellement juste, et il y a quelque chose de l'ordre de la plénitude, et que nous n'avons plus besoin de preuves. La spiritualité, quand je dis spiritualité, c'est les espaces de l'esprit. C'est la même racine, spiritualité, esprit, spirale d'ailleurs, c'est la même racine, c'est spire, le souffle de la vie. Quand on est en connexion directe avec le souffle de la vie, nous n'avons plus besoin de preuves apportées par le mental. Les choses sont. Oui. Et cela est. Et cette nouvelle science va devoir faire, mais des gens comme Fritjof Capra ou d'autres l'ont bien compris, la nouvelle science va devoir faire avec ce travail de perception intérieure et cette subjectivité. La raison. Nous en avons besoin et c'est important que la science continue son travail de preuve, mais la raison pour avancer va devoir passer par l'espace de l'épreuve, par l'espace du spirituel, par l'espace de l'esprit, par l'espace de l'expérience directe. D'ailleurs, tous les grands scientifiques comme Einstein, qui le dit, ou Freud même, ont eu, alors Freud n'a pas tout dit, mais ils ont tous eu des expériences mystiques. Oui, mais comme le disait le docteur Jean-Jacques Charbonnier, quand vous voyez des cas comme Pamela Reynolds, vous avez enquêté sur justement Pamela Reynolds? Non. Pamela Reynolds je crois qu'elle était chanteuse, enfin c'est une américaine qui avait un anévrisme pratiquement inopérable à l'intérieur du cerveau. Et ils ont tenté l'expérience, ils l'ont refroidi, son corps était à 15 degrés, ils ont arrêté le cœur. Et ils ont tout arrêté, enfin le cerveau ne fonctionnait plus, ils l'ont vidé de son sang, et elle a tout vu. Comme disait Jean-Jacques Charbonnier, elle était morte de chez morte, quoi. Hein? Oui. Bon. Oui, mais ça c'est preuve, oui. Mais là, c'est une preuve, c'est un pavé, là. Oui, Jean-Jacques Charbonnier, dans ses ouvrages, cite effectivement, alors je n'avais pas en tête Pamela Reynolds, mais il reprend, mais à partir de sa propre expérience de médecin, tous ces cas de personnes qui sont en mort clinique et qui gardent le souvenir de ce qui s'est passé au moment de leur mort clinique, la manière dont les médecins ont essayé de les sauver, et même de ce qui se passait dans les pièces d'à côté, les conversations des amis ou du corps médical qui étaient là. Donc ce qui veut dire que jusqu'à maintenant la science disait c'est une production d'hormones particulières du cerveau, c'est une dissociation, c'est un shoot, le cerveau se shoot, mais en fait les points communs sont, et puis la manière dont sont racontés les faits sont tellement justes que c'est pas un shoot et que c'est pas une hallucination. C'est juste comme si la personne avait d'ailleurs, d'un endroit ailleurs que dans son corps, véritablement vu et enregistré la situation. Ce qui veut dire que nous sommes d'abord des consciences. Et alors, là on entre, une fois qu'on a dit nous sommes d'abord des consciences, mystère de la conscience, qui suis-je une conscience? Et là, alors ça c'est mon goût personnel et mon intérêt, et c'est ma curiosité personnelle, on entre sur le chemin de la connaissance de soi, qui suis-je? Qui est le chemin de l'expérience initiatique, spirituelle et mystique. Et là, on passe de ces études scientifiques à des ouvrages comme Dialogue avec l'ange, que vos auditeurs, bien sûr, doivent connaître. Seth parle également, que je trouve, j'adore les enseignements de Seth. Seth, c'est S-E-T-H, parle, c'est une entité qui a été canalisée dans les années 60 par une américaine et qui donne des enseignements. Et son intention est vraiment de donner les enseignements. Il explique très très bien comment en tant que conscience il évolue,
comment évoluent les consciences, comment la vie se passe dans le monde des consciences, dans les différents plans vibratoires, et comment la conscience crée le réel. Et il ne cesse de nous dire, comme ce que disent tous les gourous et les enseignements mystiques, ne vous identifiez pas à votre corps. Vous n'êtes pas votre corps, vous êtes plus que votre corps. Et votre corps est une partie. Comment Seth dit ça dans ses livres? Il dit, votre conscience a décidé de créer cette manifestation, ce corps, pour vivre une expérience. Oui. Mais ce n'est qu'une petite parcelle de qui vous êtes. Vous êtes bien au-delà, vous êtes une conscience, vous êtes une âme, vous êtes une entité vibratoire qui évolue sur d'autres plans. Laurence Baranski, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour, toujours en compagnie de Laurence Baranski, pour la publication de son livre, de son ouvrage Le Coming Out spirituel. Nous en parlons ensemble. D'ailleurs, pour aller plus loin, Jacqueline Bousquet expliquait que ce monde dans lequel nous vivons n'est pas matériel, c'est une question de densité. Mais en réalité, elle disait, ce monde-là n'existe pas, c'est un rêve collectif. Et voilà. Et en fait, il n'a pas de matérialité au sens propre où on l'entend. Pour preuve, c'est que les personnes qui font des décorporations passent à travers les murs. Alors, donc, s'il y avait une densité, ne passerait pas à travers les murs. Oui, même la science matérialiste nous dit que la matière est du vide, est faite essentiellement de vide. En fait, nous sommes enfermés dans nos 5 sens et nous percevons le réel à travers ces filtres. Plus, alors on a 5 sens, donc c'est limité, puisqu'on n'est pas, ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a plus la capacité de percevoir tout ce qui est de l'ordre de l'éther, tout ce qui est de l'ordre du sensible, donc 5 sens, on s'enferme, et en plus on a réussi à se convaincre qu'il n'y avait rien d'autre que ce qu'on voyait. Nous sommes auto-limités, nous sommes auto-censurés dans notre capacité à percevoir. Les médiums, les télépathes, eux ont gardé cette possibilité de se connecter à d'autres plans. Tout à fait, oui. C'est ce qu'elle explique. Alors vous parlez d'une société, d'un nouveau monde qui se profile à l'horizon. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors, pour reprendre si vous permettez Alain, la logique de mon livre, alors dans une première partie, il y a les nouveaux ingrédients de la métamorphose humaine. Nous en avons évoqué certains, tous ces nouveaux éléments, toutes ces nouvelles connaissances qui vont faire notre quotidien de demain. Aujourd'hui, ce sont des choses qui nous paraissent extraordinaires. Demain, elles seront ordinaires. Nous les aurons intégrées. Pourquoi nous les aurons intégrées ? Pas parce qu'on veut les intégrer, pas par idéologie, pas par croyance, mais juste parce que tout ce que nous sommes en train de dire relève de la vie et de notre perception de la vie et du vivant. Et forcément, on n'arrête pas le progrès, mais on n'arrête surtout pas la connaissance. Et forcément, nous allons aller explorer ces territoires qui, pour l'instant, nous sont invisibles, ces territoires de la vie, de la conscience et de l'esprit. Voilà, les nouveaux ingrédients de la métamorphose humaine. Dans la deuxième partie, j'insiste sur les tabous à lever, parce que autant nous disions que les pionniers étaient de plus en plus nombreux, et que la société matérialiste a évolué, autant les tabous à lever sont encore nombreux. On a cité la réincarnation, on a parlé de la vie extraterrestre, il y a toute la théorie de l'évolution, parce que c'est un grand morceau ça aussi. On va devoir remettre complètement en question la manière dont nous apprenons l'évolution de la vie sur Terre et de l'humanité, telle que nous l'apprenons à l'école. Et là, ça va être énorme. C'est un bouleversement radical dans notre perception de qui est l'humanité et de l'évolution de l'humanité. Ah, complètement. Alors, vous parlez largement dans votre livre de l'âme éternelle. L'âme est éternelle. Oui. C'est cette âme éternelle qu'on peut connecter, c'est ce que Bouddha connecte symboliquement au pied de l'arbre quand il connaît l'éveil. Le temps, là aussi, dans les tabous, il y a la notion du temps. Nous sommes tellement formatés pour penser que le temps est linéaire et qu'il y a une flèche du temps et on va du point A au point B, et puis voilà, on on grandit et on meurt, et puis les autres commencent. Et le temps n'est que ça. Et en fait, là, ça fait partie de nos enfermements. Nous sommes enfermés dans un temps linéaire.
parce que toujours ce même matérialisme, ce même cartésianisme en réalité. Et là, on parlait des pionniers, Philippe Guillemant est merveilleux lui aussi, il est ingénieur et physicien quantique et il s'intéresse entre autres, mais plus particulièrement à la notion du temps, au lien entre le passé, le présent, le futur. Oui. Il nous transforme, alors autant dans notre vision linéaire du temps, on a l'impression de cheminer dans un tunnel, on n'en sort pas, puis il y a le point A, il y a le point B, de la naissance à la mort. Philippe Guillemant, lui, il nous transforme en surfeurs sur des vagues du temps, sur des espèces de vagues quantiques que nous pouvons orienter et créer. Donc nous sommes confrontés à des possibles et nous co-créons nos possibles individuels et collectifs. Et plus que ça, Philippe Guillemant suggère que nous pouvons aussi transformer le passé. Il nous amène ailleurs. Il nous y amène en scientifique qui nous propose des métaphores et une vision poétique de la science. Merci à lui. Il nous ouvre véritablement notre manière de percevoir le temps. Voilà, là ça fait partie des gros tabous à lever. Et donc, quand on sort de cette attraction terrestre, dans laquelle, et qui peut être merveilleuse, et qui est merveilleuse, la vie est merveilleuse, il ne s'agit pas, et ça je le dis par mon expérience et par l'expérience de mes camarades avec lesquels je chemine et de mes enseignants spirituels, il ne s'agit pas d'essayer de sortir prématurément de cette dimension terrestre pour aller vers la lumière. Non. Nous avons décidé de faire cette expérience et il faut apprendre à la faire le plus en joie possible. Bien sûr, sinon on ne serait pas venu, si on n'avait pas pour voilà. Mais effectivement, l'idée est de se connecter à ces dimensions supérieures jusqu'à atteindre ce que les certaines traditions appellent le soi, jusqu'à la source qui est la dimension de l'âme et la dimension éternelle de l'âme. 7, je reviens à 7 dans 7 parle, 7 le dit bien, votre conscience reliée à l'âme, votre conscience ne dort jamais, elle est sans arrêt active, mais elle ne se fatigue pas puisqu'elle se régénère en permanence. Donc cette notion d'éternité de l'âme nous amène à revoir notre vision du temps sur Terre. Oui, et l'âme est indestructible. Une auditrice me disait que de l'autre côté, on détruisait certaines âmes quand elles souffraient trop, quand... moi, j'adhère pas du tout à ça. Pas du tout. Bon, il y a la réincarnation pour en sortir, il y a d'autres systèmes pour apaiser les âmes qui sont en souffrance, mais certainement pas de destruction. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec le fait qu'il nous est difficile de comprendre les plans subtils, les plans de réalité subtile, les consciences qui évoluent avec nos outils intellectuels et émotionnels humains. C'est-à-dire que ça dépasse totalement notre entendement. D'ailleurs, les voyageurs de l'astral le disent, on a des perceptions inconnues, des perceptions sur Terre. On voit des couleurs qui n'existent pas sur la Terre. Oui, tout à fait. Il nous est difficile, on peut comprendre, je pense que sur Terre, nous pouvons comprendre qu'il existe une autre dimension de nous-mêmes, que nous sommes d'abord des consciences, donc nous sommes d'abord ces autres dimensions que celles de notre corps physique. Après, je pense qu'il nous est difficile et que c'est un long travail de recherche intérieure, de méditation, pour comprendre comment évoluent ces plans-là, comment s'y déroule la vie, comment s'y exprime la vie. Et je pense que c'est... sur Terre, on a l'habitude de dire que les choses sont complexes ou multidimensionnelles, quand on peut parler de quelque chose de compliqué. Dans ces plans-là, les choses sont quantiques, certainement, mais encore plus que quantiques. Elles sont encore plus que complexes, encore plus que multidimensionnelles, encore plus que quantiques. Elles sont autres. Je pense que la manière dont nous en parlons ne sont, même si on en parle merveilleusement bien, ce ne sont que nos propres projections de terriens et de terriennes. Exactement. Mais tous les expérienceurs que j'ai interviewés depuis 25 ans, sans exception, me disaient que quand ils étaient de l'autre côté, ils savaient que l'âme était indestructible, immortelle. Et Nicole Dron, d'ailleurs, qui l'explique bien, alors je la cite encore, mais on me le reproche souvent de trop la citer, mais c'est quand même un cas spécial, Nicole. Elle disait que quand elle était de l'autre côté, elle savait qu'elle avait toujours vécu et qu'elle vivrait toujours. Oui, ce sentiment d'éternité. Voilà.
Et oui, je pense que tout ce qui est de l'ordre de la dualité, comme la naissance, la vie et la mort, est une conception terrienne. Hein, donc, moi, je suis très très prudente et je fais pas de prosélytisme du tout sur la manière dont se déroule la vie et s'exprime la conscience sur ces plans-là. C'est toujours des visions très personnelles qui passent toujours par nos filtres. Oui. Nous les percevons en fonction de ce que nous sommes capables de capter. Et notre cerveau capte des images, capte des compréhensions et nous en témoignons. Et c'est tant mieux. Hein. Nous allons le faire chacun à notre manière. Il y a des points communs, fort heureusement, et c'est comme ça qu'on peut grandir et évoluer. Je pense que dès que dans ces plans-là, on projette de la dualité, on est encore dans ses propres schémas énergétiques. Oui. Car ces plans-là sont au-delà de la dualité. Et d'ailleurs, la notion de destruction est bien terrestre. Hein. Oui. Alors après, en revanche, la dualité dans l'espace des extraterrestres, telle que nous en parlions en début d'émission, oui, cette dualité existe à fond. Oui, tout à fait. Mais on est là dans un espace-temps manifesté. Comment il a été accueilli, votre livre ? Il est bien accueilli. Alors j'ai pas vu mon éditrice pour savoir s'il se vendait bien, donc j'ai pas les chiffres, mais bien accueilli au sens où j'ai de beaux articles, de beaux retours, pas sur les radios nationales et sur les scènes nationales. Évidemment. Voilà. Hein. Néanmoins, par des personnes dont je n'aurais pas pensé qu'elles étaient connectées, qu'elles étaient branchées, intéressées par ces sujets-là. Nous avons encore besoin de nous donner de la force les uns et les autres et de témoigner de nos expériences et de nos questionnements pour véritablement faire notre bascule culturelle et spirituelle. L'humanité a aujourd'hui besoin de se faire le cadeau de s'ouvrir à cette réalité-là de la vie, du vivant, de nos consciences, de qui nous sommes. Nous avons besoin de ce cadeau parce que notre oxygène, on manque d'oxygène aujourd'hui. Notre oxygène est véritablement dans cette ouverture, dans l'ouverture de ces nouveaux espaces. De plus en plus, nous nous autorisons à le faire, nous sommes de plus en plus nombreux à communiquer. Merci Alain d'être un passeur et de nous donner la parole et l'audience de pouvoir diffuser plus largement. Nous sommes de plus en plus nombreux. Il faut continuer à le faire en toute simplicité et humilité, mais continuer pour que cette force, c'est quoi? C'est la force du vivant, c'est la force de la belle intention de nos consciences, que cette force nous ouvre de nouveaux espaces pour vivre, pour aimer, pour créer. Et nous avons vraiment besoin de ça, notre système étouffe. Est-ce que vous avez des projets ? Des projets, oui. Alors, ça va me permettre de répondre à l'une de vos questions auxquelles j'ai pas vraiment répondu. La dernière partie de mon livre, la troisième, s'intitule « Politique et vie en société, des pistes pour changer ». Je pense que tout ce que nous venons de dire, ces différents sujets, sont des sujets profondément politiques. Profondément politiques, alors au sens... pas politicien, bien sûr, au sens de faire société ensemble sur la planète. Et aujourd'hui, c'est faire société monde ensemble sur la planète. Oui. Nous avons vraiment besoin d'intégrer ces sujets-là, d'en mesurer les conséquences et de transformer nos pratiques en conséquences. C'est pas gagné, mais je suis très optimiste. Je pense que ce courant de régénération de la pensée politique va naître. Et alors là, nous lançons avec un ami un groupe de réflexion ou une initiative. Il est un peu tôt pour en parler ouvertement, mais nous lançons une initiative en ce sens. Son objectif, régénérer la pensée politique, nos pensées, nos manières de nous penser et de penser le monde, en intégrant tous ces fabuleux nouveaux apports de la science et de la spiritualité. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ? Sur Internet, avec plaisir. Alors, je suis une apprentie facebookienne. Oui. J'ai un profil Facebook, pas encore de page, mais j'ai un profil Facebook sur lequel je communique mes prochaines conférences, voilà, où je communique mon actualité. Je m'initie aux réseaux sociaux et au web interactif. D'accord. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ? D'abord, vous remercie Alain pour cet échange et remercier les auditeurs pour leur écoute. Là, je lis, juste je tombe sur cette page du livre « Donner la main aux anges ». « Donner la main aux anges », c'est la conclusion de mon livre. Cette idée me touche beaucoup, cette idée de donner la main aux anges. Et mon expérience, c'est que, je la raconte un peu mon expérience, c'est que
des êtres de lumière sont très nombreux et sont là, prêts à nous aider. Symboliquement, ils sont complètement sur les starting blocks. Je les appelle les anges parce que leur intention est belle et bonne. Ce sont des intentions d'amour et des intentions pour nous permettre de grandir. Ils ne peuvent pas descendre trop bas sur le plan vibratoire terrestre. Ils descendent le plus bas possible. Et ils ont besoin de notre élévation personnelle. Voilà, donc je pense que nous avons à faire ce travail, bien sûr c'est un choix personnel, libre arbitre, mais si nous en avons envie, surtout ne pas se freiner dans ce travail de recherche de soi-même jusqu'à tendre la main aux anges, de façon à ce qu'ils puissent l'apprendre et que nous puissions faire une passerelle entre notre monde de conscience terrestre et les mondes de conscience supérieure. Oui, c'est ça le coming out spirituel, c'est donner la main aux anges. Exactement. Laurence Baranski, le coming out spirituel aux éditions Exergue. Laurence, merci et à très bientôt et bon courage pour la suite et pour tous vos projets en tout cas. Merci beaucoup Alain, à très bientôt, avec plaisir. À très bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.